Sur le terrain, les choses s'accélèrent parce que Vladimir Poutine semble vouloir pousser son avantage. Bombardement la nuit dernière, comme la nuit précédente. Meurtrier, près de 15 morts sur le sol ukrainien. Mais aussi dans la région de Koursk, où les Ukrainiens ont opéré une avancée ces derniers mois et les Russes essayent depuis plusieurs mois de récupérer du terrain. Les Russes qui revendiquent aujourd'hui la prise de plusieurs villages. Nous sommes en direct de Moscou avec notre correspondant permanent Jérôme Garraud. Jérôme, Vladimir Poutine essaye dans le moment que nous traversons de pousser son avantage. Bonsoir, oui c'est ça, il y a un calendrier politique qui est très clair pour Vladimir Poutine. Il s'agit de reprendre la totalité du territoire de Koursk avant que commencent les négociations. Alors une partie de la presse russe annonce depuis hier, je cite, que le piège de Koursk se referme sur l'armée ukrainienne, des pertes colossales pour Kiev sont énumérées. Je ne vous donne pas le détail étant donné que ces chiffres sont invérifiables. On est en plein dans la communication, dans la propagande de guerre. Alors d'après l'armée russe, vous en parliez, le ministère de la Défense a annoncé cet après-midi que 3 villages supplémentaires ont été pris. L'objectif de Moscou maintenant, c'est de couper en deux dans cette région le dispositif ukrainien pour s'approcher de Soudja, qui est la plus grosse localité, et couper ses lignes d'approvisionnement. Parce que c'est une ville qui est très bien fortifiée par les Ukrainiens. Il y a quelques mois, nous étions du côté de Koursk en tournage et on avait vu des soldats russes qui s'entraînaient et qui nous confiaient, qui nous disaient combien les défenses de la ville sont solides. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui l'armée russe essaye d'encercler cette localité pour éviter un assaut frontal qui serait meurtrier et assez périlleux. Ce serait une victoire symbolique, mais une victoire symbolique très importante, surtout maintenant, alors que les négociations devraient bientôt commencer. Merci beaucoup Jérôme Garraud, correspondant permanent pour TF1 LCI à Moscou. Colonel Goya, penchons-nous sur ce qui se passe sur le terrain. D'abord dans la région de Koursk. Oui. Est-ce que vous considérez, compte tenu des informations qui nous reviennent, que les Russes, cette fois-ci, sont réellement en train de récupérer du terrain ? Oui, incontestablement, les Ukrainiens sont dans une situation un petit peu critique, si on peut revoir la carte. Voilà, c'est essentiellement parce que les Russes ont réussi à progresser assez nettement dans le sud. Là, sud, on voit la poche bleue, et ils ont percé un petit peu au sud, et ils menacent en réalité de, pas d'encercler, enfin si, peut-être oui, d'encercler, au moins d'étouffer un petit peu les troupes dans cette poche. Bien comprendre. Je lisais qu'il pourrait peut-être couper des voies de rapprovisionnement des troupes. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une voie. Il y en a une seule. Ça, c'est tout petit, en fait. Il faut bien comprendre que la poche bleue, là, c'est 40 km sur 20, et que vous avez 30 000 hommes à l'intérieur, 30 000 Ukrainiens, que tout autour, vous avez 70 000 soldats. Vous avez Russes et Nord-Coréens. Et parmi les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs, vous avez parmi les meilleures troupes. Donc c'est vraiment la priorité stratégique du moment. Si la voie de réapprovisionnement est coupée, c'est fini. Là, déjà, toute la zone, une zone aussi petite, elle est sous le feu de l'artillerie. Les Russes peuvent frapper à peu près partout. Et ils peuvent déjà frapper aussi sur cette ligne d'approvisionnement. Et si, évidemment, elle est menacée, déjà menacée, ça devient compliqué pour approvisionner les 30 000 combattants ukrainiens qui sont dans cette poche. Et bien évidemment, si elle était coupée, là, ça serait une catastrophe pour les Ukrainiens. Donc oui, c'est la priorité pour les Russes. Ils profitent aussi du gel de l'aide américaine, incontestablement, notamment dans le domaine du renseignement. C'est ça, c'est surtout le renseignement. Oui, alors l'arrêt du renseignement, ça a des effets immédiats, évidemment. Les équipements, il y a une inertie, il y a encore des stocks, des réserves, les effets se feront sentir plus dans quelques semaines. Mais il y a des effets. Il y a eu des frappes très importantes sur le sol ukrainien il y a 2 jours maintenant. Ce qu'il faut noter, c'est que sur ces frappes, il y a eu très peu, il y a eu un taux d'interception de missiles de 60%, ce qui est très faible de la part des Ukrainiens, et de 50% pour les drones. Mais pourquoi ? Parce que ce qui aide beaucoup la défense aérienne ukrainienne, par exemple, c'est que les Américains disent quand les Russes tirent des missiles, parce qu'ils les voient avec tous les radars aériens, ils voient les départs de missiles. Donc ça permet à la défense de s'organiser plus vite, mieux, à la défense civile de planquer, de permettre aux habitants de s'abriter. Sur la fin du renseignement. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc oui, on va le dire tout de suite, l'arrêt de l'aide, au moins du renseignement américain, a tué des Ukrainiens. Bon, voilà. Non, mais je marque un temps d'arrêt sur cette dernière précision, parce que vous dites les choses, j'ai envie de dire, sans embâche. Sylvie Berman. Oui, alors l'occupation de Koursk par les Ukrainiens, c'est quand même une humiliation pour la Russie, et surtout que ça fait des mois
qu'ils essaient de le récupérer, qu'au départ, Vladimir Poutine avait fixé des échéances. On se souvient qu'il y en a une qui était le 1er octobre 2024. Et même s'ils ont récupéré les 2/3 aujourd'hui, les Ukrainiens sont encore dans cette zone. Alors, il est clair qu'il va y avoir des négociations qui vont déboucher sur un accord. Et bien évidemment, c'est impossible pour Poutine de négocier sur son propre territoire. Donc ça explique qu'effectivement, aujourd'hui, ils lancent toutes leurs forces. Soyons clairs, Sylvie. Soyons clairs. Est-ce que vous considérez que Vladimir Poutine refusera de s'asseoir à une quelconque table de négociation tant que Koursk sera aux mains des Ukrainiens? Je pense que c'est difficile de le faire parce que ça veut dire qu'il y aura une négociation sur son propre territoire. Et ça, pour vous, c'est Et ça, les Russes n'ont jamais accepté ça. Donc je ne pense pas. Bon, je peux toujours me tromper parce que de toute façon, Trump est en train de faire du forcing. Alors beaucoup plus auprès des Ukrainiens parce que là, c'est assez brutal. Ouais. Mais je pense qu'il va essayer d'obtenir quelque chose des Russes également. Okay. Autre chose à dire sur le terrain, beaucoup d'Ukrainiens et de combattants ukrainiens sont furieux parce que c'est vraiment très dur pour eux. Comme ça a été dit, c'est 40 à 70 000 avec des forces entraînées. Et il y a eu, depuis le début d'ailleurs, une interrogation sur la pertinence de cette occupation du territoire. Bon, lien direct, vous l'avez compris évidemment, entre ce qui se passe sur le terrain et la scène diplomatique. Je vous précise pour ceux d'entre vous qui nous faites l'amitié de nous regarder. Mardi, des hauts responsables diplomatiques ukrainiens sont attendus en Arabie Saoudite pour discuter avec des hauts responsables diplomatiques américains. Donc mardi, c'est un moment important. Si d'ici mardi, Vladimir Poutine a réussi à encore plus affaiblir Volodymyr Zelensky, évidemment, c'est à l'avantage de Vladimir Poutine. Gallagher Fenwick, Samantha Bendern, je voudrais que nous passions justement sur cet aspect diplomatique et je voudrais vous lire la réaction de Donald Tusk, le Polonais, après les bombardements d'hier soir. Hier soir, c'est Dobropilia qui a été ciblé. Il y a un bilan de 15 morts. Peut-être que ce bilan s'aggravera puisqu'il y a au moins 30 blessés. Donald Tusk, il dit « Voilà ce qui arrive quand on essaye d'apaiser les barbares. Plus de bombes, plus d'agressions, plus de victimes. Une autre nuit tragique en Ukraine. » Après l'allocution solennelle d'Emmanuel Macron, beaucoup de réactions ont été de dire « Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas trop loin en disant que la Russie est une menace ?» Donald Tusk qui parle de barbares. Et il est dans une situation qui est un petit peu inconfortable parce que la Pologne est à la fois très proche des Américains, ce sont de vrais atlantistes qui achètent massivement du matériel américain, pas seulement du matériel sud-coréen aussi, mais en l'occurrence très peu de matériel européen parce qu'ils ont toujours considéré que ce qui les protégeait et ce qui allait les protéger, c'était précisément les États-Unis. Sauf que là, il y a une vraie réflexion stratégique qui est en cours de ce côté-là et quand ils se retournent et qu'ils voient effectivement les actions de Vladimir Poutine et la manière dont ça les menace, eux, directement. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette situation que j'ai décrite comme étant très inconfortable. Ils sont assurément parmi les plus allants sur le sujet ukrainien et ils ont tout à fait apprécié et ils l'ont fait savoir les propos d'Emmanuel Macron. Donc eux, ils font partie de ces pays qui comptaient beaucoup, notamment sur la bombe américaine. Il fait le lien. Oui, et qui tendent l'oreille maintenant face aux propositions d'Emmanuel Macron qui envisage le début d'un dialogue stratégique sur l'extension du parapluie nucléaire français. Il trace un lien direct, Samantha, Donald Tusk, il parle d'apaisement. Quand il parle d'apaisement, on imagine qu'il fait référence à la politique de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine. Entre l'apaisement et le regain de violence dans le moment que nous connaissons. Ben oui, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, les bombardements. Alors, il y a des bombardements les plus cruels, c'est quand la Russie bombarde une cible, attend que les secours arrivent et rebombarde pour qu'il y ait encore plus de morts et faire que les secouristes meurent aussi. Il y a aussi, on a notamment vu des images... Samantha, pardon, je vous interromps parce que ça, c'est une méthode qu'on connaît en matière de terrorisme. Oui, c'est le surattentat. Oui, ou la double frappe. Ils appellent ça la double frappe, la double tap. C'est vraiment... purement pour créer plus de morts humaines. On ne parle plus d'infrastructures civiles, militaires. On ne parle plus d'infrastructures énergétiques. C'est sur des appartements au vif des civils. Ça, il faut bien le comprendre. La deuxième chose qui se passe, c'est que là, on voit justement Ivano-Frankivsk, c'est une ville à l'ouest de l'Ukraine, qui a quasiment été totalement épargnée depuis le début de la guerre. Donc, on comprend les Polonais aussi. Les Polonais voient maintenant les villes ukrainiennes
qui sont près de la frontière polonaise et aussi hongroise, il faut le dire, qui commencent maintenant à devenir des cibles. Donc, c'est vraiment une escalade. Et quand on a face à ça un président américain qui dit « je ferai la même chose à sa place », eh bien, c'est absolument... D'abord, ça va entièrement contre les chartes fondamentales de l'OTAN. C'est que quand vous êtes un pays membre de l'OTAN, vous ne pouvez pas encourager ce genre de comportement, surtout vis-à-vis, pas d'un allié au sens otanien, mais d'un allié stratégique quand même. Et puis, moi, je me mettrai à la place des Canadiens et des Mexicains, parce que quand Donald Trump dit à sa place, je ferai la même chose, dans sa position, je le comprends. La position de quoi ? De l'agresseur qui rencontre une résistance ? C'est absolument... Là, le parallèle est excessif, non ? Le parallèle est sidérant. Le parallèle est sidérant. Mais comme quand Donald Trump dit « je comprends à sa place, vu la situation dans laquelle il est, je comprends qu'il le fasse », quelle est la situation de Vladimir Poutine aujourd'hui ? La situation de quelqu'un qui a agressé son voisin et qui rencontre une résistance. Donc, il va bombarder. Il comprend. Donc je dis ça sur le ton de la dérision et de l'ironie, mais aussi pour faire comprendre l'énormité des propos de Donald Trump.